ici Hello Biblio. Je vous fais cette vidéo un petit peu différemment que d'habitude. J'ai décidé d'arrêter de faire des gros update lecture sur tout le mois parce que c'est compliqué d'en avoir autant à parler d'un seul coup et tout. Et vous, ça vous fait qu'une ou deux grosses vidéos à la fin du mois. Mais donc du coup, j'ai décidé qu'au bout d'un moment, quand j'avais un certain nombre de lectures, que j'allais faire des updates comme ça, peu importe quand ça tombe dans le mois. Vous aurez du coup un petit peu plus de contenu, normalement, si j'y m'y tiens. Et puis moi, ça me permettrait aussi d'être à la fois plus régulière et puis d'avoir plus de temps pour parler des œuvres sans m'essouffler à faire des vidéos d'une heure et tout. Donc voilà, je vais du coup revenir sur les lectures que j'ai faites. Je vais revenir sur ce titre puisque j'ai décidé de faire comme ça puisque je me suis rendu compte que la vidéo du mois dernier, j'ai oublié de parler d'un des titres que j'avais lu au mois de janvier. Et je me suis dit, merde, enfin mince, va peut-être falloir quand même que j'en parle parce que c'est une lecture assez importante et du coup je vais vous en parler maintenant. J'ai lu L'As de cœur de Morgane Maucombe. Si vous connaissez pas l'histoire, en gros, elle écrit une série en ce moment qui s'appelle plutôt des tomes compagnons. On a eu en premier L'As de pique que j'ai pas trop aimé et le deuxième c'est L'As de cœur que celui-là, par contre, j'ai fort apprécié. Dans L'As de cœur, on est dans l'histoire d'un jeune homme, un jeune russe, alors si je ne me trompe pas c'est Yann, je sais plus, enfin bref, qui est le fils d'un très grand joueur de poker, mais son père est tombé dans les addictions et tout, et ça a mal fini pour lui, il a eu plusieurs problèmes, dont le fait qu'il est devenu violent au sein de sa famille. Bref, son père a été tué par sa mère est en prison pour le meurtre de son père, et on découvre petit à petit toute la noirceur qu'il y avait autour de cette famille des addictions, du poker et tout. Surtout que c'est à un niveau assez élevé puisque c'est un joueur professionnel international. Et il avait une rivalité, son père, avec un autre grand joueur. Et quand le grand joueur apprend le décès de son père à la télévision, il y a une interview où il déclare qu'en gros... le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il est content en gros que son père soit mort. Du coup, Yann décide de passer toute sa vie à apprendre à jouer au poker et à devenir assez fort pour pouvoir battre cette personne et le prendre à son propre piège. Donc il y a toute une histoire de vengeance, de filiation et tout. Et se mêle à ça une jeune fille qui, elle... C'est une femme qui a des airs de bimbo, qui adore les belles voitures, les chaussures de luxe, voilà, elle a tout du cliché de la bimbo. Elle arrive et elle va faire une partie de poker avec Yann et il va se rendre compte lors d'une partie lambda qu'elle est très douée et pour cause, elle a une faculté assez fascinante pour un joueur de poker puisqu'elle arrive à compter les cartes. Donc elle se fait virer de tous les casinos pas possible, mais lui décide de la prendre dans son équipe de coach, entre guillemets, sa team pour réussir les mondiaux de poker et battre le fameux rival de son père pour qu'elle lui apprenne les ficelles, réussir à décoder, parce qu'en plus d'avoir cette faculté de compter les cartes, elle est très bonne aussi en analyse non verbale, donc elle peut lire plus facilement si une personne bluffe ou pas. Donc du coup, cette équipe va se créer, il y a plusieurs d'autres personnes, dont le protagoniste de L'As de pique qui est là aussi puisque c'est un pote à la base. Voilà. Et donc une relation va se créer entre les deux, amour, trahison et tout, problème de famille. L'histoire est très bien écrite. Il n'y a pas de souci là-dessus, les deux protagonistes sont bien. À l'inverse, où L'As de pique, ce que je reprochais, c'est qu'il y avait une pathologie qui était mise en avant, qui n'était pas vraiment là, et qui en même temps nous faisait comprendre, en gros, le message, c'est que l'amour résout tous les problèmes. Non, l'amour ne résout pas tous les problèmes, surtout quand on parle de syndrome de pathologie et tout. Mais du coup, là... c'est plus du tout dans le même délire et au contraire c'est plus une histoire de confiance, de vengeance et tout ça et du coup j'ai beaucoup plus apprécié L'As de cœur que L'As de pique. Les messages véhiculés sont beaucoup plus positifs, même s'il y a quelques petits grincements de dents par rapport à la vision de la femme que soi-disant la culture russe a, qui est à mon goût un peu trop romantisée au niveau galanterie et tout. C'est pas parce que les femmes on vous croit faible, c'est parce qu'on veut bien faire à vous ouvrir la porte et tout. Oui, non, bon. Ce discours était pour moi
juste à la limite de ce que je pouvais supporter. Mais bon, sinon, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai rien à dire d'autre que j'ai bien aimé. J'ai lu ACOTAR tome 2, donc de brume et... non, de colère et de brume, si je me trompe pas. C'est un palais de colère et de brume. Et je suis en train du coup d'enchaîner avec le tome 3, un palais de cendres et de ruines. Vous voyez, j'en suis là. J'en ai un peu plus de 200, je crois 250 pages. Donc, j'avais extrêmement peur quand je me suis mis à lire parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux énormément d'avis et ça parlait énormément de choses qui ne me plaisaient pas. Donc j'appréhendais et c'est pour ça que ça fait des mois et des mois que c'est dans ma palle et que ça traîne. Bon, on revient sur ce que j'ai dit. Relation toxique, oui il y a, mais ce n'était pas entre les protagonistes que je croyais. Voilà. Et finalement, on accorde à dire que la relation entre les deux protagonistes est beaucoup plus saine que ce que je m'imaginais. En revanche, il y a en effet une relation toxique, une relation de possessivité, nanani nanana, qu'on pas content. La protagoniste féminine est très mise en avant. Mais mon bémol, c'est qu'il y a beaucoup le délire de sacrifice, que ce soit dans la protagoniste féminine ou dans son crush lover. Au bout d'un moment, les gars, ça va bien aller 5 minutes, mais crotte. Bref. Donc, l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, dans le tome 1, ACOTAR, un palais d'épines et de roses, c'est l'histoire d'une jeune femme, Fer, qui... En gros, c'est une réécriture de La Belle et la Bête qui va devoir aller vivre chez un seigneur des Fae qui se transforme en bête et le délire c'est est-ce qu'elle va réussir à tomber amoureuse de lui ou pas, voilà, et à lever la malédiction. Là, ça c'est dans le tome 1, dans le tome 2 et dans le tome 3, on est beaucoup plus éloigné et on n'a rien à voir du coup avec La Belle et la Bête quasiment. Et c'était intéressant, on va pas dire le contraire, mais je sais pas comment expliquer ça. J'ai beaucoup vu passer de messages comme quoi justement ça faisait du bien la relation des deux protagonistes qui du coup va changer au fil de l'histoire. Est cool et plutôt féministe, nanani nanana. Oui, mais justement il y a un petit bémol, c'est que je trouve que les messages qu'elle essaye de faire véhiculer sont pas mal, du style le garçon va vouloir qu'elle ait le choix, qu'elle ait la liberté, qu'elle décide par elle-même, il ne va jamais lui dire de quoi faire ou de lui interdire de faire des choses, rien à dire là-dessus. Par contre, il y a 150 pages, tu dis qu'en gros c'est une personne autonome et qui fait ses choix par elle-même, il n'y a pas de souci, et quand vous vous mettez à faire des cochonneries, les phrases « tu es à moi » ou « je suis à toi », pour quelqu'un qui se vaut justement ne pas être comme son ex, ne pas être possessif, ne pas... voilà, elle, pareil, qui ne veut pas être étouffée, qui ne veut pas être privée de liberté, elle dit ce genre de phrases-là aussi. Donc, le message qui veut être véhiculé est top. Oui, dans une relation, il ne faut pas être dans une relation toxique, il faut se libérer de ce genre de relation. Dans une relation, il faut savoir écouter l'autre, savoir où sont ses limites et tout. Ça, je dis oui à 100%. Mais par contre, il y a des incohérences, il y a des contradictions. Donc là, on dit non. Au niveau des personnages secondaires, il y en a de plus en plus et c'est de plus en plus intéressant. Et je suppose que les tomes suivants vont aussi accentuer les futurs personnages. Donc ça va être cool parce qu'il y en a dans des personnages secondaires qui m'intéressent de ouf, que j'aimerais bien voir se développer. Donc voilà, au final... Ma conclusion, c'était que j'avais un gros a priori, parce que de ce que je m'envoyais, il y avait un gros syndrome de Stockholm, et tout le monde était glorifié ça. Mais, finalement, non. Donc, je révise mon avis dessus. C'est plutôt pas mal. Après, j'ai pas fini. Là, je suis au tome 3. Et après, il y a le 3,5. Après, il y a le 4. Et apparemment, il y en a encore d'autres qui vont arriver après. Mais du coup... je suis plutôt contente pour le moment de cette lecture. J'ai ce tome-là dans ma palle depuis... eh bien 2019 si je me trompe pas. Je l'avais acheté aux Utopiales, ça faisait partie... quand on est bénévole aux Utopiales, en tout cas moi, là où je suis, à la librairie, à la fin, pour nous remercier, on a un petit panier, en gros, on donne un petit budget et on a le droit de prendre des livres, du coup, qui nous sont offerts pour nous remercier de nos services. Donc ça faisait partie des livres que j'avais achetés en 2019, Les Faucons de Ravera, et
je l'avais laissé là parce que je me disais ouais je l'ai pris sur le coup mais maintenant il m'intéresse plus trop. Et en fait c'est une grave erreur parce que ce mois-ci je l'ai enfin lu hein, après 4 ans. Je l'ai enfin lu et j'ai adoré. J'ai énormément aimé. Donc c'est l'histoire, c'est de la fantaisie. C'est l'histoire d'une jeune héritière noble qui est très intéressée par tout ce qui est les études, les bibliothèques, et voilà, apprendre comment fonctionne la magie de son royaume, nanani, nanana. Mais comme elle est une noble et une héritière, elle ne peut pas trop s'intéresser de près, il faut qu'elle fasse en cachette pour pas que sa mère s'en rende compte, parce que sa mère est une comtesse, elle fait partie du haut conseil et tout, donc bref, voilà, il faut faire attention à ce qu'elle fait. Il arrive ce qu'il arrivera, elle va se retrouver liée à une sorcière, pieds et poings liés, parce qu'en gros, dans ce monde-là, quand tu nais sorcier, tu es embrigadé dans l'armée, et tu as ce qu'ils appellent justement les faucons et les fauconniers. Les faucons, ce sont les sorciers ou sorcières, et les fauconniers, ce sont les personnes qui, comment dire, qui prennent possession de leur pouvoir. En gros, ils passent un bracelet aux deux personnes, et à partir de ce moment-là, c'est le fauconnier qui déclenche ou pas la magie du sorcier. Mais pas le enfin, c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est comme s'ils étaient sous tutelle, les sorciers. Et elle va se retrouver, elle, du coup, fauconnière, cette héritière, alors que c'est interdit à la noblesse. Il n'y a que les gens du bas peuple qui peuvent aller à l'armée, parce que, bah, voilà, sinon on va les perdre, nanana, ils pourront plus gouverner, voilà. J'ai adoré. J'ai adoré parce que l'histoire est très riche, il y a beaucoup d'intrigues. On est un peu dans un Game of Thrones avec des complots entre les différents royaumes et tout. La magie est très bien expliquée et tout. Dans l'armée, du coup, elle va passer son bracelet à une sorcière qui, elle, du coup, est très réfractaire. Elle avait réussi à se cacher du gouvernement depuis, je crois qu'elle a quelque chose comme 16 ou 18 ans, alors que normalement tes pouvoirs se font découvrir vers 3-4 ans. Donc t'es directement embrigadée, que tu le veuilles ou non, tu n'as pas le choix. Et elle avait réussi à passer entre les mailles du filet. Et donc là, elle va se retrouver du coup prisonnière de l'armée. Enfin, prisonnière, c'est... Voilà. Va devoir se retrouver dans les armées avec cette jeune héritière qui n'est pas censée être là. Enfin bref, c'est tout un micmac. Et du coup, elle va être supervisée, si je puis dire, par un jeune lieutenant qui... clairement va être le lover interest. Et la relation qui se tisse entre ces trois personnages est hyper intéressante, hyper bien faite. Et franchement, je recommande, c'est une lecture qui paye pas de mine. J'ai vu qu'il y avait un tome 2 à tome 3, je vais sûrement me les mettre là dans les mois qui suivent parce que je veux savoir la suite. Alors, je l'ai pas là parce que ça fait partie des nouveautés qu'on va avoir à la médiathèque, donc je l'ai lu dès qu'il est arrivé et je l'ai directement envoyé en équipement pour qu'on puisse le mettre assez vite sur les tables de présentation en nouveauté. Donc j'ai lu Witch and God 2. Oui. J'étais à la fois hyper contente et hyper angoissée parce que Witch and God 1, c'est donc l'histoire de, comment dire, des descendantes de la première sorcière Circé et de sa nièce Médée contre les dieux olympiens qu'on connaît, hein, Zeus, Hadès, voilà, Perséphone et tout. En gros, il y a une guerre entre ces deux clans-là et il y a eu des problèmes et maintenant ils essayent de faire un traité, de faire une alliance et donc du coup ils vont faire un mariage entre un dieu et une sorcière pour que la paix revienne entre ces deux peuples. Dans le premier, du coup, on voit que c'est censé être Circé, l'aînée de la fratrie qu'on suit, qui va devoir se marier, faire un mariage arrangé avec un des petits-fils de Zeus, sauf que finalement, ça va pas se passer comme ça, ça va être sa petite sœur qui va se retrouver, qui est une sans pouvoir, qui va se retrouver à devoir épouser ce dieu de la terreur, et donc du coup, on est comme ça pendant tout le tome 1, et au final, on va se rendre compte d'une histoire d'amour qui va naître, et c'était hyper bien fait, j'ai adoré le tome 1, on était au top, justement il y avait énormément de respect, de consentement, de tout ce que j'adore dans une relation d'amour, on dit oui, et donc le tome 2, j'étais un petit peu angoissée parce que je me suis dit bon, le tome 1 était top, généralement les tomes 2, bah du coup le sont beaucoup moins, parce qu'on a beaucoup d'attentes et on est très vite déçus. Et bien finalement, pas du tout, parce que le caractère de Circé, j'avais énormément peur d'elle, mais ça s'est bien passé. Hermès, qui est du coup son love interest, j'avais un peu peur aussi parce que c'est un dieu qui est difficile hein, au niveau de la fidélité.
à mettre en place. Mais finalement, ça a été plutôt bien tourné et la relation entre les deux était cool. Et je suis ressortie très très satisfaite de ces lectures. J'ai énormément aimé, pardon. Et du coup, j'ai hâte de lire le tome 3 qui du coup va être sur la dernière sœur, donc celle qui est intermédiaire, là, Meroe. Et je suppose que son love interest sera Thanos au vu de la fin qu'on a eu là. Et voilà. J'ai hâte et je vais que vous conseiller, franchement cette série est top. Ensuite, dans la lecture de ce mois-ci, j'ai lu des trucs un peu plus faciles on va dire. J'ai lu du coup le tome 10 de Carnet d'apothicaire. Je m'étais même pas rendu compte qu'il était sorti, j'étais deg. C'est ma meilleure amie, la Booksphère qui me fait bah si en fait il est déjà sur nos étals donc ça veut dire qu'il est sorti. Je me dis, oh bon je m'en vais l'acheter direct. Donc voilà, j'ai acheté le tome 10 et dès que je l'ai reçu, le lendemain il était lu, forcément c'est un petit manga hyper facile. On retrouve notre petite poupette, je sais même plus comment elle s'appelle, Mao Mao, qui est du coup dans toutes les intrigues au niveau de la cour des courtisanes de l'empereur. J'ai eu un peu de mal à m'y remettre, j'avoue, parce que les premiers, en fait, je les ai enchaînés les uns derrière les autres. Et là, j'ai dû attendre quasiment 1 an pour avoir la suite. Donc, du coup, j'étais en mode... J'avais du mal à me raccrocher au wagon, mais j'adore, en fait. Je voudrais qu'ils les sortent plus vite pour que j'ai plus cette perte de repères et que voilà. Franchement, lecture que je conseille, c'est vachement bien. C'est un petit peu... comment dire? Comment on dit là? Anachroniste. Voilà, il y a des choses qui à cette époque je ne pense pas que ça soit possible qu'elles les connaissent, qu'elles les sachent, parce que tout ce qui est scientifique et tout ça c'est un petit peu... Voilà, je suis pas sûre qu'ils avaient ce genre de connaissances, mais par contre c'est vachement intéressant parce que malgré justement l'univers historique qui est placé, on est encore au Japon avec empereur, courtisane et tout, ils essayent d'y influer justement des messages très contemporain, très 21e siècle, avec les genres, la place de la femme et tout. Donc franchement, je peux que adhérer. L'enseignement aussi dans ce tome est très mis en avant, apprendre aux filles à lire, à écrire et tout. Donc franchement, on adore. Autre lecture de ce mois-ci, tadam! Ah bah oui, j'ai pas pu résister, je l'ai vu passer 1 million de fois sur les réseaux sociaux. Au bout d'un moment, je me suis fait un panier justement avec le carnet de l'apothicaire, et je me suis dit bon, c'est bon, je craque. C'est une petite BD toute facile à lire. Donc voilà, je me suis acheté et j'ai lu du coup Arden Eye tome 1, La nuit des rois et des reines. C'est l'histoire de cette jeune femme qui a un jumeau, Sébastien, et qui ont toujours vécu à deux et qui ont toujours eu des projets à deux. Et là, ils vont rentrer au lycée et Sébastien, qui avait dit qu'il voulait rentrer avec elle à Ardenheide, eh ben non, il a refusé et il va dans son propre lycée et elle, du coup, elle va dans ce lycée tout seule. Elle va devoir, du coup, appréhender ce que c'est, le lycée, l'internat, être séparée de son jumeau, se trouver elle aussi en tant que personne, identité. Elle a un look très androgyne et du coup c'est hyper intéressant parce que donc dans cette école en fait il y a un côté moldu si je peux dire, il y a un côté humain et il y a des fées aussi qui y sont et tout se mélange dans cette histoire assez de manière au début je savais pas trop où je me trouvais justement parce que plein de choses se mélangeaient. On a à la fois des créatures fantastiques et à la fois des créatures magiques et ça passe comme ça sans qu'on nous explique que dans ce monde là il y a des créatures fantasy, enfin bref. Parce que ça avait l'air d'être quand même très ancré contemporain, donc j'étais en mode bah d'accord, ok, ça pop comme ça, nickel. Et il va y avoir des triangles amoureux entre tous les personnages, parce que du coup eux deux vont devenir amis et lui va être intéressé par elle, donc va lui demander à lui de s'intéresser à elle pour qu'elle puisse aller au bal avec lui, mais lui est intéressé par lui et puis elle est intéressée par lui. Enfin bref, c'est tout un c'est tout un bordel et c'est hyper drôle, hyper intéressant et voilà, la question du genre, la cause LGBTQ+, y est à fond. On a plusieurs personnes qui sont homosexuelles, d'autres non-genrées, binaires et tout. Donc c'est hyper bien. Le seul petit bémol que je mets... Et on a aussi beaucoup la question de la sororité, de la fraternité, le jumelage aussi, comment c'est dur d'être séparé de sa famille et tout. Donc c'est très coloré, j'aime beaucoup le style graphique. Le seul bémol que je mets, c'est la
comment dire ça, la mise en page. En fait, je sais pas, il faut que je vous trouve où ça le fait à une bulle. Ils ont pas fait gaffe que là, en gros, vous avez un, comment ça s'appelle déjà, un dos carré collé. Et du coup, vous perdez genre plusieurs centimètres des mises en page. Ce qui fait qu'il y a certaines bulles, on a énormément de mal à les lire parce que ça prend en fait dans la pagination, dans la mise en page. Je sais pas si c'est clair. Faut que je vous trouve un exemple pour vous montrer. Non, là ça va encore. J'ai trouvé. Vous voyez par exemple là, c'est extrêmement compliqué de lire. Et ça le fait à plusieurs endroits comme ça. Où vous avez les mots qui sont presque mangés par le dos carré collé là. Je sais plus si c'est ça le terme exact. Mais bref, du coup, ça empêche pas la lecture. Mais c'est vrai que c'est dérangeant pour ces moments-là parce que... et là encore ça va, mais il y a des fois justement les mots sont dedans et du coup c'est très très... Enfin, c'est très très... Non, c'est pas non plus handicapant as fuck. Mais voilà, ça dérange un peu la lecture. Donc j'étais assez surprise parce que... c'est quoi? C'est Hachette? Oui, c'est Hachette. C'est pas la première fois qu'ils éditent des romans, ni des romans graphiques. Et donc je me suis dit, merde, les éditeurs, vous vous êtes pas rendu compte de ça, quoi. Mais sinon, à part ce petit défaut technique, voilà, je recommande à 100%. C'est très frais, très drôle, très intéressant. Le love, la romance, c'est une romance entre adolescents, hein, très clairement. Donc voilà, c'est cool, franchement c'est cool. Si vous avez aimé Heartstopper, franchement c'est dans la même vibe, vous aimerez Arden Eye, c'est quasiment la même chose, sauf qu'il y a plus de... Voilà, je sais pas si j'ai été claire, c'est juste qu'il y a plus de triangle amoureux et de je suis pas sûre de qui aime qui. Mais sinon, franchement c'est cool. On continue dans le love. J'ai lu Prince à croquer, donc ça c'est de la BD jeunesse, mais je les ai plus avec moi, je les ai redonnés à quelqu'un d'autre. Donc du coup, je les ai achetés à Emmaüs avec ma meilleure amie, il y avait le tome 1, 2, 4. Je me suis dit, mince, il n'y a pas le tome 3. Mais bon, c'est pas grave, finalement je les ai lus comme ça, et bon, c'est de la jeunesse, donc dans le tome 3, clairement il y a la grosse révélation, la personne découvre qui c'est, mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même réussi à comprendre ce qui se passait dans le tome 4. Donc, Prince à croquer, c'est l'histoire d'une jeune cuisinière qui est très amie avec le fils d'un chef étoilé. Et elle, son but dans la vie, justement, c'est elle transpire par la cuisine, elle adore la gastronomie. Et voilà, c'est sa vie, sa passion, son oxygène, c'est tout ce qu'elle aime. A contrario, on a un jeune prince qui, lui, a toujours fait tout ce qu'on lui a dit dans un petit royaume Europe qu'on saurait nommer. Et jusqu'au jour où il a bientôt 26 ans et donc du coup il doit se marier et sa mère décide de faire un mariage arrangé. Et il a littéralement, il pète un câble. Il dit que justement ça fait 25 ans qu'il fait tout ce qu'on lui dit, mais là faut pas abuser. Et quand il se mariera par amour. Et donc du coup il fait une fugue et il s'en va à Paris. Et forcément il va se retrouver avec cette jeune femme qui va ils vont être coloc avec la jeune femme qui adore la cuisine. Et pour payer entre guillemets le loyer, il va lui servir de commis dans le fameux restaurant où elle travaille. Et voilà, il va se nouer une relation d'abord d'amitié, enfin un peu un ennemi to lovers, hein, parce qu'au début justement, vu que lui il n'y connaît rien, il n'est pas du tout manuel, il ne sait rien faire, il ne sait pas comment fonctionnent les choses, elle va devoir lui expliquer la vie quotidienne, le travail, l'argent, comment ça fonctionne, comment on prend les transports. Rien que faire à manger, il ne sait pas faire puisqu'on lui amène toujours tout à table et tout. Voilà. Elle va devoir lui apprendre la vie, si je puis dire, et donc du coup va se nouer comme ça une relation. Après, on découvre que ses parents ont fait un mariage arrangé parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc la fille qu'il doit épouser, c'est une riche héritière. Et elle aussi va venir s'en mêler puisque, comme par hasard, c'est la fille du propriétaire du restaurant. Et bref, il y a plein de petites sous-intrigues qui vont se lier les unes aux autres. Et c'est hyper cool. Franchement, c'est de la jeunesse, mais ça se lit très facilement. Et il y a pas mal de messages aussi qui sont véhiculés, justement, de peut-être lever le pied un petit peu à propos du boulot. À l'inverse, pour ceux qui sont pas assez investis dans ce qu'ils font, parce qu'ils n'aiment pas, plutôt y réfléchir, voir des reconversions. Et il y a évidemment le message de toujours suivre son cœur. Donc franchement, c'était une bonne lecture, c'était choupi et je le recommande vivement. J'ai lu une autre BD jeunesse que je vais vous mettre là.
Aurore. Alors au début, quand j'ai vu Aurore, je me suis dit ah, ça parle peut-être de une réécriture de conte de la Belle au bois dormant. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Et quand j'ai vu le genre graphique, je me suis dit ah, ça risque de me plaire. C'est un peu un style, je sais pas comment on dit. Pour moi, j'allais dire griffonné, mais non, c'est pas griffonné. C'est pas un style tout lisse comme ça pourrait être pour la BD Elle, c'est plus un peu dans le style bergère guerrière, vous voyez, il y a des traits assez particuliers. Et donc, du coup, je m'étais dit, bon, au pire, si c'est pas la même histoire, c'est pas grave, tant mieux. Et puis, le style graphique, de toute manière, t'intéresse. Et en fait, c'est beaucoup plus une histoire de spiritualité. On est autour d'une tribu, ça ressemble un peu à une tribu inuite. Et il y a des traditions qui se perdent et le peuple, justement, ne croit plus en ces dieux, ne croit plus en ces totems. Et donc, ils vont être punis d'une certaine manière parce qu'ils vont se montrer trop arrogants. Et il y a des esprits, du coup, une petite fille, la fille justement qui s'appelle Aurore, va être entre le monde des vivants, entre le monde des morts, et elle va devoir à la fois se rappeler de qui elle était de son vivant et à la fois sauver l'humanité, puisque c'est elle en gros la porte-parole de l'humanité. Et est-ce que les dieux vont décider de tous les punir ou pas? C'est à elle de montrer que les humains ont des bons côtés, et malheureusement à chaque interlocuteur qu'elle va voir, elle se rend compte que non, les humains polluent, les humains n'écoutent pas, les humains ils font n'importe quoi, ils s'entretuent, enfin bref, ils ont énormément de défauts. Mais en même temps, elle se rend compte que non, il y a aussi des bons humains, il y a aussi des mauvaises entités, enfin bref, il y a toute une histoire assez onirique, spirituelle et tout, qui est hyper belle, hyper intéressante et attachante. Donc une bonne petite BD, même si franchement, elle a été mise en adulte, je comprends pourquoi, mais au vu du message, je pense qu'elle aurait aussi pu être mise en jeunesse. Franchement, c'est vraiment une BD entre deux, je pense, cool, j'ai beaucoup aimé. Eh bien, on va arriver sur la dernière lecture, je crois, de ce petit update. J'ai lu Souvenir de demain. Donc, c'est un manga, mais en fait, c'est plusieurs petites nouvelles de manga à l'intérieur. Je crois qu'il y en a 5. Donc, c'est des petites histoires différentes. Donc, je vois pas trop comment vous en parler sans vous résumer chaque histoire, parce qu'elles sont vraiment très, très différentes. On va avoir des histoires de deuil, on va avoir des histoires d'amour, on va avoir justement des histoires d'amitié. Enfin, voilà, pour moi, c'est un petit recueil de nouvelles, mais version manga, donc c'est très cool, c'est très touchant. Et ça, c'est court, donc ça se lit vite, mais c'est pas parce que c'est court que c'est pas bon. Il y a eu j'ai ressenti pas mal d'émotions et j'étais assez contente de le lire, parce que dans les mangas, le souci, c'est que c'est souvent des sagas, des grosses séries, donc il faut suivre l'histoire et tout. Et là, non, en fait, je lisais une petite nouvelle, je discutais avec quelqu'un d'autre à côté, je lisais une autre petite nouvelle et je faisais autre chose, et voilà, j'ai réussi à le finir assez rapidement. Finalement, je m'étais dit que je le lirais en plusieurs jours, vu que justement c'est plusieurs petites nouvelles. Mais non, c'est cool. Franchement, c'est... Bon, faut pas le lire si vous êtes dans un mauvais mood. Clairement, il y a des histoires, comme le dit le nom, un souvenir de demain, assez tristes justement. Comme je vous ai dit, on est dans le deuil, enfin voilà, il y a beaucoup de tristesse et de mélancolie. Mais c'est à la fois très joli, très poétique et très bien dit. Il y a du harcèlement, il y a plein de choses, de sujets qui sont traités, et franchement, c'est cool comme lecture. Et voilà. Je crois que je vous ai parlé de toutes les lectures dont je devais vous parler. Voilà, je vais changer un petit peu ma manière de faire et j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez que je fasse des grosses vidéos à la fin du mois ou si vous préférez que je fasse plusieurs petites vidéos dans le mois. Ça ne peut que m'aider du coup à voir ce qui vous correspond le mieux aussi, parce que si je fais ces vidéos, c'est évidemment parce que j'aime partager, mais c'est aussi pour vous ce que vous préférez. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fait énormément plaisir. Et puis si vous souhaitez voir les restes de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais tout plein de gros bisous.